Bonjour tout le monde. Donc déjà, merci pour l'invitation et pour l'organisation, c'est vraiment top. Je vais vous parler un peu donc, des normes psycholinguistiques et plus généralement des échelles de Likert sur lesquelles on va faire des moyennes. Donc ça s'applique à ce cas-là, mais à aussi d'autres cas où on utiliserait des échelles de Likert. Un petit exemple pour commencer, pour illustrer le problème. Disons que vous cherchez un restaurant, il est tard, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, et vous tombez sur un restaurant qui a 3,5 étoiles sur les revues. Qu'est-ce que, à votre avis, veut dire 3,5 d'étoiles? Pour moi, intuitivement, ça serait un truc du genre, c'est pas excellent, c'est pas horrible non plus, c'est mais, quoi. Et en fait, bon voilà, c'est une échelle de Likert et c'est bien sur ces sites-là parce qu'on peut voir la distribution des réponses. Et en fait, quand on regarde, il y a un gros paquet de gens qui ont répondu 5 et il y a quand même un paquet assez significatif de personnes qui ont répondu 1. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est moyen comme restaurant? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Je ne sais pas exactement quoi, mais c'est un peu le problème. C'est très bizarre de ne pas pouvoir regarder. Hein. Pardon. Donc moi, je travaille plutôt sur là, j'ai travaillé plutôt sur le Body Object Interaction, que je vais appeler BOI dans la suite. Et comme pour toutes les autres normes qu'on fait, on présente une liste de mots à des participants et on leur donne des consignes. Donc là, les consignes sont un peu horribles. Veuillez évaluer le mot selon la facilité avec laquelle le corps humain peut physiquement interagir avec ce qu'il représente. Donc c'est un peu compliqué comme ça, mais en gros c'est est-ce que je peux physiquement interagir avec l'objet? Le pointeur c'est très facile. Une table ça serait un truc du genre 5-6 parce que c'est quand même assez encombrant, mais je peux faire du bruit, etc. Donc on va prendre la moyenne de ces participants-là. Typiquement il y en a une trentaine. Et on va considérer que cette moyenne, c'est le score de facilité à interagir avec l'objet qu'on considère qui se place sur un continuum. Donc une moyenne de 3, ça veut dire que c'est moyennement facile à interagir. Une moyenne de 5, ça veut dire que c'est facile à interagir, etc. Et on va utiliser ça comme une VI en général dans les expériences pour voir si ça a un effet sur de la mémorisation, sur des temps de réponse, etc. Donc prenons quelques exemples des données qu'on a recueillies. Donc téléphone, c'est pas très surprenant, les gens ont répondu plutôt 6. La Lune, bon, techniquement on peut y aller, mais c'est quand même assez compliqué, donc plutôt impossible, très difficile. Une loutre, pourquoi pas, c'est vers difficile. Donc la moyenne est au milieu, ça a l'air à peu près correct. Et puis on a un truc du genre. Alors alarme, les gens répondent sur toute l'échelle. La moyenne est au milieu de l'échelle. Est-ce que c'est vraiment représentatif de la difficulté, de la facilité à interagir avec une alarme? Puis un exemple un peu plus extrême, R, où on a un paquet de gens qui ont répondu à une extrême et l'autre qui a répondu à l'autre extrême et la moyenne tombe au milieu. Et en fait, c'est un artefact d'instrumentation, c'est juste que j'ai une échelle bornée et je vais avoir plusieurs cas possibles où je vais avoir une moyenne au milieu. Et ça ne représente pas nécessairement la facilité à interagir avec l'objet, quoi. Donc la moyenne ne nous permet pas de trancher, on peut regarder l'écart type. L'écart type, c'est la dispersion moyenne autour de la moyenne. Bon, ça fait trop moyenne, mais des données, voilà, à quel point ils sont proches de la moyenne. Donc on va faire ça. Donc en bas, vous avez la moyenne en abscisse et en ordonnée, on va mettre l'écart type. Et je reprends ce qu'a fait Lewis Pollock, qui a été un grand changement dans ma vie. On a cette magnifique courbe qui me hante depuis 2 ans maintenant. Donc sur les extrêmes, pardon, j'arrive pas à gérer le micro. Sur les extrêmes, on a les cas où les gens sont d'accord les uns avec les autres. Et dans tous les cas, on ne peut pas avoir un écart type très élevé. Obligatoirement, on va avoir un écart type faible. Sur l'arc du bas, on va retrouver des mots qui ont reçu des réponses à peu près cohérentes. Mais par contre, voilà, nos autres cas un peu problématiques, ils se placent un peu plus haut au milieu de l'échelle. Et si on s'éloigne un peu de ce milieu, on a des trucs toujours un peu uniformes, mais qui tirent vers un côté. Et si on s'éloigne un peu plus, on va avoir des distributions en J, donc un gros paquet d'un côté et un petit pic de l'autre, ou des gros tails de distribution. Et donc là, comme on voit que les objets, que les mots où il y a à peu près un consensus au milieu se trouvent sur l'arc du bas, mais en fait, il y a beaucoup de mots au milieu où la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Donc, pour un peu mieux analyser ça, c'est un peu brut comme méthode, mais voilà. En fait, je prends des fenêtres de 3 unités
et je calcule la proportion de gens qui ont répondu dans ces 3 unités. Et je prends là où il y a le plus de gens qui ont répondu, et c'est en gros le pourcentage de gens qui ont donné des scores proches, quoi. D'accord ? Et donc on va mettre un code couleur. Ah, ça je ne l'ai pas dit, les points blancs, c'est on a détecté des distributions multimodales. Donc ça, dans tous les cas, ça part. Et tout ce qui reste, c'est un truc où il y a à peu près un seul pic dans la distribution. Et donc le code couleur qui est le score de agreement en quelque sorte des participants. Et donc on voit que tout ce qui est à peu près jaunâtre rouge, c'est en dessous de 65% des gens qui ont répondu à 3 unités près. Et donc tout ça, la moyenne ne veut rien dire. Enfin, ne veut pas dire en tout cas ce qu'on pense qu'elle veut dire. Alors là, on pourrait se dire, on peut prendre des items qui vont à peu près de 0 à 2 et puis de 4 à 6. Mais en fait, le score que j'ai calculé là, il ne prend pas en compte à quel point la moyenne elle est déviée par rapport, enfin, à quel point c'est un mauvais indicateur de la tendance centrale. Donc là, on a la moyenne générale et je vais calculer aussi une moyenne ajustée, un trimmed mean, sur la fenêtre de 3 là que j'avais dit. Et on va regarder la différence entre les deux. Et j'ai gardé que les mots pour lesquels il y avait plus de 65% de gens qui répondaient dans la fenêtre. Et donc là, on voit que avec l'écart type qui augmente et la moyenne qui se rapproche du milieu, en fait, c'est pas une bonne mesure de tendance centrale. Ouais. Sauf quelques exceptions. Alors, je sais pas où est le laser. Là, on a un petit cluster, mais je reviendrai dessus. Et bon, je préfère ce graphique-là, en fait. Donc, là, c'est la moyenne ajustée qu'on a calculée, et à gauche, enfin en ordonnée, c'est la moyenne générale. Et en fait, on a en gros 2 gros clusters. La plupart des mots, les gens ont le centre de la distribution vraiment sur les 2 extrêmes de l'échelle. On a ce petit cluster-là encore, où en fait, ça vient de notre échelle qui était 0, impossible, 1, très difficile, qu'on ne retrouve pas toujours dans toutes les échelles, mais là, du coup, on a pu différencier les objets qui étaient très difficiles à interagir et ceux qui étaient impossibles à interagir. Et donc, ce petit cluster-là, c'est ça. Et au final, des mots auxquels les gens ont vraiment répondu au milieu, c'est les 5 petits points que vous avez là, donc 6, 7, ouais, voilà. Donc, c'est l'étendue de ce qui est capté par l'échelle de Likert, au milieu de l'échelle. Donc la première implication, c'est que pour les normes psycholinguistiques, en fait, l'échelle de Likert, ça ne mesure pas la dimension à laquelle on s'intéresse, c'est une échelle de consensus. On capte du consensus à une extrême, du consensus à l'autre, et au milieu, ce que l'échelle veut dire, ce que le score veut dire, c'est en fait du désaccord, principalement. Deuxième implication, c'est l'erreur de mesurage. Donc imaginons que j'ai un mot avec vraiment une distribution bimodale. Si j'ai peu de participants ou si j'ai un biais d'échantillonnage, je peux avoir que des scores d'une extrême et rater le reste que j'aurais trouvé dans la population. Donc on va voir, il y a 2 bases de données en anglais. Donc en ordonnée, c'est une combinaison de 2 bases de données en fait, et en abscisse, une deuxième. Et donc on va regarder les scores pour les mêmes mots. Donc chaque point, c'est un mot, d'accord ? Et les bandes, c'est juste pour faciliter la lecture, c'est des écarts de 1 unité de BOI entre les 2 bases de données. Donc la plupart, on se trouve au milieu, donc il n'y a pas trop de différence. On m'entend quand je parle comme ça ou pas ? Ouais. Là, il n'y a pas trop de différence, mais on a aussi beaucoup de mots où il y a de grosses différences. Donc un mot où, dans une base de données, le score c'est 5,2 et l'autre base de données c'est 2, quoi. Alors pourquoi ça pose problème ? Parce qu'on fait des expériences avec ces scores-là. Et donc il y a une part des expériences, c'est des études factorielles où on va diviser les listes de mots. On va prendre des mots qui ont un faible score et des mots qui ont un fort score. Et on va regarder leur temps de réponse, etc. Donc une étude qui s'est basée sur cette base de données-là, ils ont très bien divisé. Donc on a les faibles à gauche, les forts à droite. Et puis on va regarder les mêmes mots dans l'autre base de données. Et en fait, surprise, ça change complètement. Et là, en fait, ce que cette étude, elle compare, c'est des mots pour lesquels les gens sont d'accord pour dire que c'est très facile à interagir et des mots pour lesquels les gens disent que ne sont pas d'accord pour dire c'est facile ou pas. Deuxième étude, toutes ces études, il y a le même pattern en fait. Celle-là, elle avait utilisé des normes qu'ils avaient collectées eux-mêmes. Là aussi, les listes sont totalement mergées. Si on avait utilisé une autre base de données, on aurait créé totalement des listes différentes. Les résultats de ces études, désolé, c'est un peu agressif, mais c'est du bruit. On ne peut pas
conclure grand-chose. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Donc on peut se demander combien on a besoin de participants pour faire ce genre de normes, parce qu'en fait il y a 0 papier qui nous dit quoi faire, et la moyenne c'est à peu près 30, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc vous trouverez des études pilotes, surtout dans les études d'IRM, où ils utilisent à peu près 10-15 participants. Donc faisons une petite simulation, on part de cette distribution à gauche, théorique, et on va faire des petits échantillonnages de 10 réponses à chaque fois, et on va faire ça 100 000 fois. Et ça, c'est les moyennes sur lesquelles on va tomber si on n'utilise que 10 participants, ouais, avec la distribution de densité. Et donc, vous avez 50% de chance de rater cette zone-là, où il y a la vraie moyenne, et même cette zone-là, elle est assez large, quoi. Une autre distribution, donc en J, même pattern, bon, ça ne va pas à l'autre extrême, mais quand même, c'est assez diffus, disons. Et si on est au milieu, on a un gros nuage au milieu. Donc il y a une étude de normes qui est sortie pour l'iconicité. Ils ont 10 participants par mot. Ils se sont arrêtés à 10 parce qu'il y avait un papier qui disait que 10 c'était à peu près assez. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais voilà. Étude de normes, donc c'est un peu mieux, 30 participants, mais ça reste quand même très large. Donc on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, on peut avoir des différences assez phénoménales. Et donc juste une petite simulation, on fait ça avec plusieurs tailles d'échantillons. Et en fait, bon, j'ai pas assez analysé ça, mais intuitivement, je dirais, en dessous de 50, c'est pas très fiable. Il y a beaucoup de chances de variation, et encore 50, c'est optimiste, quoi. Ok. Donc dernier point, là ça va être plus pour la psycholinguistique. Le mid-scale effect. Donc on a dit que le milieu de l'échelle, il capte du désaccord plutôt que la dimension à laquelle on s'intéresse. Alors c'est difficile de savoir pourquoi vraiment il y a du désaccord. La raison principale, c'est que c'est ambigu. Soit le mot est ambigu, soit les consignes sont ambiguës pour ce mot-là dans le contexte de l'expérience. Et l'ambiguïté, ça a des conséquences sur la mémorisation, sur les temps de traitement, etc. Ça, on le sait. Il y en a un autre, c'est l'animacité. Donc là, c'est les normes de vivant, non vivant. Plus c'est haut, plus c'est vivant, plus c'est bas, plus c'est inerte. Et donc, tout ce qui est au milieu, au niveau BOI, ça a tendance à être très animé. Donc les animaux, en général, les gens ne sont pas trop d'accord pour dire si c'est facile à interagir ou pas. Et on sait que ça a aussi un impact sur le traitement des mots. Et bon, là, c'est un peu moins visible, mais pour l'âge d'acquisition aussi, on sait que c'est une très grosse variable pour les temps de traitement, surtout. Et il y a vraiment beaucoup de variabilité, bon, surtout pour les bas et le milieu. Ça monte un peu au milieu, et bon, pour les forts, c'est plutôt bas, on les acquiert beaucoup plus tôt dans la vie. Et bon, un petit graphique de régression multiple, où je montre l'effet du body-object interaction sur les temps de réponse à une tâche de reconnaissance de mots. Donc on dit, est-ce que c'est un vrai mot ou un pseudo-mot? Et il faut répondre le plus vite possible. Donc avec ce modèle-là de régression et un modèle non linéaire, une gamme, on va avoir cet effet-là. Et donc en fait, on a un effet au milieu là, qui ne dépend absolument pas du body-object interaction, ça dépend du désaccord sur le BOI, c'est pas exactement la même variable. Et dans la littérature, on a tendance à faire des régressions linéaires dans tous les sens. Et on biaise complètement nos coefficients parce qu'il y a potentiellement un effet au milieu qui va changer la courbe de régression. Et donc, je n'ai pas fait de diapo de conclusion, ça aurait été bien. Mais en gros, conclusion, regardez bien vos données parce que ça peut vous informer, surtout sur des échelles de Likert. Et si vous avez des trucs bimodaux, c'est peut-être que vous avez des clusters différents ou que je ne sais pas trop. C'est compliqué à interpréter. Et donc, merci.